Si vous êtes auditeur et auditrice de podcasts de montagne ou de science, vous avez déjà entendu ma voix dans le camp de base ou dans le podcast Écho de Sciences Grenoble. Au premier semestre 2024, j'ai relevé un défi. Accompagner les étudiants et étudiantes en master communication et culture scientifique de l'université Grenoble-Alpes. Ensemble, nous avons réalisé 5 épisodes pour partir à la rencontre des rivières des Alpes, coproduit avec l'équipe de Territoire de Sciences. Cette semaine, retrouvez chaque jour un nouvel épisode pour exprimer une nouvelle facette de nos rivières si riches et pourtant si fragiles. Aujourd'hui, les voix des rivières racontent ces cours d'eau qui forment les Alpes. Des glaciers, des grottes et des humains composent le premier épisode de cette série. Le camp de base. Rencontre au sommet. Écho Sciences Grenoble. 1, 2. 1, 2. Vous m'entendez ? Ici les Alpes. 1, 2. Ah, c'est bon, vous m'entendez. Excusez-moi, ça fait longtemps qu'on se connaît, vous et moi, mais c'est toujours complexe de discuter avec vous, les humains. Ah si, ça fait longtemps. Des archéologues ont retrouvé des traces de votre passage chez moi qui remontent à plusieurs dizaines de milliers d'années. Alors, je suis Sébastien Nielou-Muller, je suis archéologue de formation et actuellement chargé d'études et de recherche à la conservation départementale du patrimoine de la Savoie. Déjà, les cours d'eau occupent souvent des fonds de vallées. Ces vallées et ces cours d'eau, en fait, conditionnent toutes les implantations humaines. C'est parce que vous avez des vallées que vous avez des coteaux et que vous avez en fait des espaces qui sont propices aux circulations et aux échanges en fait de différentes natures. Donc des échanges culturels, commerciaux, les déplacements en fait des communautés humaines. Et ensuite, les cours d'eau, ils permettent de circuler et puis de transporter souvent en fait des matières pondéreuses, par exemple des grumes d'arbres ou des éléments en fait qui sont un peu lourds qu'on laisse flotter, qui vont descendre en fait et suivre le cours de l'eau et qu'on peut comme ça échanger avec d'autres communautés. Donc on se déplace beaucoup grâce à ces cours d'eau et c'est ce qu'on voit en fait quand on regarde les récits des voyageurs anciens. Vous avez un réseau hydrographique, vous avez des cours d'eau qui sont là parce que vous avez des glaciers, la fonte des neiges, des sources, des résurgences. Et les communautés humaines, elles vont un peu s'adapter à cet environnement. Par la suite, avec le développement notamment des véhicules motorisés, on va créer d'autres axes de circulation et on va se détourner un petit peu de ces cours d'eau. Les aménagements humains de ces cours d'eau, on les documente à partir du néolithique, de l'âge du bronze. Donc ça vient contrebalancer la vision qu'on avait, qu'il se passait rien avant la période romaine, voilà, cette idée du romain civilisateur qui aménage le territoire. Alors clairement, on voit que les interventions humaines, elles ont un impact majeur en fait. Si on prend l'exemple de l'Isère, dans toute la combe de Savoie, on voit qu'on a un chenal sinueux, et après avec tous les aménagements qu'on va faire au XVIIIe et XIXe siècle, on va créer un chenal rectiligne, mais parfaitement rectiligne, ce qui va causer en fait quelques soucis en cas de débit trop important. Et là, on va en profiter pour aménager finalement toute la plaine d'inondation du fleuve pour les cultures en fait. Mais c'était la zone d'expansion de l'Isère, donc c'est ce qui permettait de ralentir le cours d'eau et surtout décréter les crues. Et pour l'Isère, on a Grenoble qui a été quand même la victime de crues célèbres. Sur mes 30 millions d'années d'existence, aucune espèce ne s'était autant amusée à modifier mon apparence. Qui a transformé qui ? Est-ce qu'on considère en fait que ce sont les cours d'eau et tout ce réseau hydrographique en fait qui transforment les hommes, ou est-ce que ce sont les hommes en fait qui transforment
qui transforme l'ensemble de ce réseau? C'est une question en fait qui est très complexe parce qu'il y a une interdépendance qui est très importante. Je pourrais prendre l'exemple de l'Isère en fait qui permet de faire le lien entre la Savoie et l'Isère. D'ailleurs, l'Isère a donné son nom à un département, alors que l'Isère, il y a une part du cours d'eau qui occupe une grande partie du territoire de la Savoie. La source est en Savoie. Alors, pour le Rhône, ce qu'on perçoit, c'est que c'est une frontière. Le Rhône est une frontière territoriale, et ça, on le voit depuis très longtemps. Aujourd'hui, c'est une frontière encore administrative, et dans l'Antiquité, c'était une frontière en fait entre différents peuples. Donc un fleuve frontière et un fleuve frontière qui posait quelques problèmes puisque cette frontière, elle pouvait se déplacer. Ça a un impact sur des communautés humaines. Vous pouvez avoir des conflits. Alors l'autre aspect, c'est l'aménagement de ces cours d'eau, notamment bah là toujours pour le Rhône. On va essayer de stabiliser cette frontière à l'aide d'aménagements humains. Donc on va créer en fait des barrages. Si vous construisez un barrage à un endroit, ça va mécaniquement avoir une influence en fait sur le cours de l'eau. Ce qui va protéger votre rive d'un côté va venir grignoter la rive du voisin et donc lui il va pas être content. Donc là ça va être source de conflit. Mais là encore une fois c'est plutôt le cours d'eau qui agit avec un impact humain. Et après, vous allez avoir une multitude d'aménagements pour favoriser l'accélération en fait de l'eau ou ralentir le débit pour favoriser, je sais pas, par exemple, l'utilisation de l'eau en fait pour tout ce qui est moulin ou pour augmenter un tirant d'eau pour favoriser la navigation. Et après, il y aura les mêmes interventions pour l'hydroélectricité. Bon, les modifications auxquelles vous me soumettez sont certes visibles, mais elles touchent surtout la vie que j'héberge. Il y a 30 millions d'années, les plaques continentales africaines et européennes entrent en collision. Leur rencontre me donne naissance à moi, les Alpes. Elles forment mes premiers sommets, comme le Mont Blanc et la chaîne de Beldon. Puis, 18 millions d'années plus tard, des chaînes de montagnes, près du Jura et de Digne. Mais il n'a pas suffi que ces plaques se rencontrent pour faire de moi les Alpes. Les changements que j'ai vécus dans ma roche sont principalement l'effet du temps et de l'eau. Je m'appelle Nalwana Ribar, je suis hydrologue de profession et je pratique la spéléologie comme une passion depuis maintenant plusieurs années. Bon, les montagnes, on sait qu'elles ont été façonnées il y a des milliers d'années par la tectonique, mais après cette tectonique est venue l'action de l'eau. Cette eau a la capacité à éroder, donc de façon mécanique, la roche, donc en emportant des petits débris qui eux-mêmes vont venir casser la roche qui suit, etc. Mais l'eau peut également dissoudre, ce qui peut nous valoir les vallées, ce qui nous vaut par ailleurs les vallées que l'on trouve dans les montagnes, les gorges typiquement, et tout type de formations géomorphologiques que l'on trouve à la montagne. Donc si la tectonique a un impact important, il ne faut pas oublier que l'eau a façonné de manière un peu plus précise nos montagnes, nos monts et nos causses, comme on peut avoir en France. Sous terre, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que la rivière va s'infiltrer et en fonction de son débit, de l'inclinaison de la pente, de l'espace dans lequel elle est contenue, elle va pouvoir créer un modelé de la galerie. L'eau va également pouvoir augmenter l'espace de discontinuité et pouvoir créer une instabilité dans la montagne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on trouve des salles avec des effondrements ou des éboulements et qu'on trouve des chaos rocheux très, très importants. Donc cette eau peut avoir un impact très grand et peut aussi avoir un impact tout petit, c'est-à-dire que la goutte ou les gouttes vont pouvoir créer des formations donc stalagmitiques ou stalactites dans nos grottes ou des perles des cavernes comme on appelle. C'est lorsque l'eau viendra taper à répétition un grain de sable, un petit caillou et va venir déposer autour de cet élément de la calcite et créer une forme tout à fait ronde et
est très, très belle à voir pour les spéléologues. Et oui, toute l'eau ne glisse pas simplement sur moi. Elle s'infiltre également dans mes entrailles, grâce aux zones épikarstiques, qui contiennent de nombreuses fissures. Elle rejoint alors les zones épinoyées. Alors, une zone que l'on nommerait épinoyée dans un karst, c'est une zone où l'on peut trouver aussi bien de l'eau, donc ça peut être une rivière, un petit pissou, ça peut être des gouttelettes au plafond ou une cascade, ou des lacs. On trouve pas mal de lacs souterrains. Mais dans cette zone, il y a également de l'air et on peut y circuler. Donc soit à pied, soit en bateau, soit sur corde. Tout est possible en spéléologie. Et cette zone épinoyée est directement liée à une zone aérée au-dessus qui peut être fossile ou encore active. La zone épinoyée sera active de par l'eau qui y circule, mais au-dessus de cette zone épinoyée, on va trouver des conduits fossiles qui, eux, ont été abandonnés par l'eau. Et lorsque ces conduits ont été abandonnés par l'eau, il peut avoir s'agit d'un événement soit d'abaissement du niveau de base national, soit du fait que l'eau s'est retrouvée au contact d'une nouvelle fissure, faille diaclase qui lui a permis de prolonger son chemin en profondeur. En quittant mes zones épinoyées, l'eau va rejoindre mes rivières, soit en passant directement par une source, soit en passant par une zone noyée, qui l'amènera là encore à une source appelée exurgence ou résurgence. Alors, en termes de sources, on peut trouver des sources de trop-plein, donc des sources qui sont mises en charge, qui sont devenues actives lorsque on est en période de crue mais vraiment de très grosses crues, et que du coup l'eau va ressortir par des conduits qui aujourd'hui sont fossiles, donc des conduits qui ont été abandonnés par l'eau. On trouve des sources temporaires également, donc qui sont des sources qui, lorsqu'il pleut un peu, sont mis en charge, mais qui en temps normal ou en temps d'étiage ne seront pas sollicitées par l'eau. On trouve donc des sources tout à fait pérennes, et dans ces sources pérennes, il y a des sources de karst barrés, qui donc eux sont des sources qu'on dit vauclusiennes, par la fontaine de Vaucluse, et ces sources, elles, proviennent de conduits noyés. Maintenant que vous connaissez le parcours de l'eau, voyons un peu plus en détail comment elle agit en fonction de mes roches. Alors en montagne, on peut trouver plusieurs roches selon la région. On peut trouver du granit, du gneiss, du basalte ou du calcaire. Et c'est vrai que nous, en spéléologie, on a plus l'habitude d'être au contact de calcaire, bien qu'il existe des tunnels de lave ou d'autres cavités dans d'autres types de roches. Mais nous, on va côtoyer donc le calcaire qui appartient, lors de la spéléologie, à des systèmes karstiques. Lorsque l'eau rentre au contact d'un calcaire, elle va trouver faille ou fissure dans laquelle elle va s'infiltrer et elle va avoir la capacité, si cette eau est chargée en CO2, de dissoudre la roche. Pour que l'eau soit chargée en CO2, il faut qu'elle ait obtenu cette capacité au contact soit atmosphérique, soit des plantes. L'eau liquide a un grand pouvoir sur la forme de mes monts. Mais dans mes montagnes, elle peut aussi prendre une autre forme, qui me transforme tout autant. Vous qui êtes jeunes, vous les connaissez rabougris, mais vos ancêtres les ont vus quand ils gouvernaient le monde, pendant les ères glaciaires. Je veux bien sûr parler des glaciers. Je m'appelle Delphine Six, je suis enseignante à l'université et je suis responsable de l'Observatoire des glaciers en France. Alors un glacier, c'est un stock de neige qui petit à petit se transforme en glace, qui s'écoule des parties hautes des montagnes vers le bas. Et puis en hiver qui accumule de la neige, en été qui va fondre et apporter de l'eau à nos rivières. Alors pour former un glacier, il faut bien comprendre que cette glace, au départ, c'est de la neige qui tombe dans les zones très très hautes de nos montagnes ou alors
là où, par exemple, on est sur des très hautes latitudes, donc j'allais dire plutôt pôle Nord et pôle Sud. Et puis, cette neige, en fait, d'année en année, dans les parties hautes de nos montagnes, elle s'accumule, elle se tasse, elle se compacte, elle se densifie, petit à petit se transforme en glace. Et pour qu'on ait un glacier, en fait, il faut vraiment qu'on ait d'année en année, en fait, de l'accumulation de neige qui se transformera en glace dans les parties hautes, un écoulement vers le bas, et il faut vraiment qu'on ait j'allais dire, un équilibre entre les parties qui vont fondre en bas et les parties qui vont se régénérer en haut. Si on ne fait que fondre, évidemment, ou en tout cas si la fonte est plus importante que les stocks de neige, eh bien votre glacier, ça va être comme un glaçon que vous posez sur une table, il va ne faire que fondre et disparaître. Donc il faut vraiment bien comprendre qu'un glacier, c'est deux composantes, ce qui va se passer en hiver, qui va permettre de régénérer un stock de neige, et ensuite ce qui va se passer en été, qui va le faire fondre. Il faut un équilibre entre les deux. Mais comment de gros glaçons, a priori immobiles, peuvent-ils m'impacter moi, les Alpes, longues de 1200 km et dont mon plus haut sommet atteint les 5 km de haut? Oui, je sais, je suis impressionnante. Les glaciers, effectivement, façonnent le paysage parce que quand vous mettez de la neige qui se transforme en glace, par gravité, en fait, elle va descendre des parties hautes vers les parties basses des vallées. Et toute cette masse de neige et de glace, en fait, en mouvement, a un poids absolument énorme et avance, du coup, tout doucement et va avoir tendance à racler on va faire assez simple, va racler les bords des montagnes. Et si vous regardez, une fois que les glaciers se sont retirés, en fait, il y a plein d'endroits où vous avez ce qu'on appelle des roches moutonnées, c'est-à-dire que les roches ont été complètement abrasées, en fait, ont été lissées par le passage des glaciers. Et si on regarde encore une fois, les anciennes glaciations, ce genre de roches moutonnées, vous en trouvez par exemple même à Central Park, à New York, où vous regardez, vous avez des cailloux, en fait, qui sont polis par le passage des glaciers. Et dans nos montagnes, c'est exactement la même chose, les glaciers polissent le paysage et en plus transportent avec eux, finalement, tout ce qu'ils ont tendance à faire tomber des montagnes, des cailloux. Donc en fait, ils transportent avec eux tous ces cailloux. Et puis quand ils fondent, eh bien les cailloux, eux, ne fondent pas, évidemment, et donc restent sur place. Et c'est ainsi que vous trouvez, par exemple, à la Croix-Rousse, à Lyon, ou même sur la Bastille, ici, les sommets autour de Grenoble, des cailloux qu'on va appeler souvent granitiques, c'est-à-dire de massifs de haute montagne, mais qui sont déposés dans des massifs calcaires. Donc globalement, ils n'ont rien à faire là, juste parce qu'en fait, ils ont été transportés par le passage des glaciers. Bon, à ce stade, vous l'avez compris. L'eau, c'est un peu mon exfoliant naturel à moi. Mais malgré tous ces rabotages, je continue de grandir de 1,5 mm par an. Nous en avons parlé tout à l'heure, mais l'impact de l'eau dépend aussi de la nature de mes roches. En fonction de ça, l'eau s'infiltre ou non, modifiant ainsi mes paysages. Philippe Allot, chef pisteur, me connaît comme sa poche. Ici, sur Beldon, les rivières, elles coulent en surface, elles vont faire des lacs, elles vont faire des cascades, elles font peu de gorges. Par contre, en face, sur les massifs calcaires, dans les massifs où l'eau a une action chimique importante, elles vont creuser le rocher. Et dans un premier temps, elles s'écoulent à l'intérieur du massif. Après, il y a des résurgences, elles sortent, comme la Bourne. C'est le résultat de l'eau qui s'est infiltrée dans le massif et qui sort après à la surface et qui reste au fond. La végétation a juste rien à voir. Il suffit de traverser la vallée de Grenoble. On voit que à même altitude, c'est pas du tout la même végétation. On a des végétations en Chartreuse-Vercors, en altitude, qui sont des pins, c'est toute la végétation qui résiste aux sécheresses. Et ces arbres, ils se sont adaptés. Ils ont des réseaux racinaires très profonds qui vont dans toutes les fissures du rocher pour essayer de capter l'eau. Tandis que sur Beldon, c'est plutôt le contraire. C'est des racines traçantes. C'est tout des racines en surface qui vont chercher l'eau. De toute façon, le rocher ne permet pas de creuser. Donc, les racines sont plutôt en surface. Et d'ailleurs,
Vous n'êtes pas les seuls êtres vivants que j'héberge. Il y a des animaux qui vivent dans l'eau ou grâce à l'eau, hein. Après, il y a d'autres animaux qui vivent en haute montagne. C'est surtout la rosée qui fait que les animaux s'hydratent le matin en broutant. Parce on le voit, hein, dans Beldon, il y a très peu d'eau à part les lacs. Et les bouquetins, en fait, les chamois, en mangeant l'herbe humide, ils arrivent à capter de l'eau aussi. Les animaux vivants dans mes hauteurs dépendraient de mes rivières ? Il faudrait que vous enquêtiez là-dessus, dans le prochain épisode de ce podcast. Ce premier épisode de la série Les Voix des rivières est terminé pour aujourd'hui. Il a été réalisé par Luna Briand et Leila Dufresne avec le concours d'Émilie du camp de base pour le mixage. Prochainement dans le podcast, les rivières qui font vivre les Alpes. Ces rayons du soleil qui réchauffent mes plumes. Quelle belle matinée. Le courant de la rivière chante, les feuilles dansent, et moi, en fait, j'ai une grosse journée de plongée devant moi. Mais d'abord, voyons un peu ce qui se passe sous mon arbre aujourd'hui. Oh, encore ces humains, toujours à parler. Mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Retrouvez le lien de tous les épisodes de cette série en description.